pause d'art. Salut les amis, nous sommes non loin du théâtre de la ville, sur la place centrale du Châtelet à Paris. Et je suis en face d'une galerie qui s'appelle Talmart et qui reçoit depuis le 15 mai, ça va courir jusqu'au 1er juin, ça fait dans quelques jours, une exposition qui s'appelle « Et de son patrimoine ont chassé la raison ». C'est une exposition qui met en scène, qui met en espace, surtout je préfère ça, qui met en espace deux photographes pour qui j'ai vraiment une estime considérable. Il s'agit de Adama Sylla, que j'ai rencontré le travail il y a pas 20 minutes, et que j'ai découvert et aimé, et de Masoka, plus connu peut-être par vous sous le nom de El Junior. On l'a déjà rencontré et accueilli dans la pause d'art, et c'est vraiment un plaisir de le rencontrer ici à Paris où il expose à la galerie Talmart. Donc sans plus tarder, je vais rentrer et je vais vous proposer peut-être cette nouvelle version de la pause d'art qui essaye de faire quelque chose d'un peu plus immersif et qui reçoit aussi des artistes qui vont nous parler de leur projet. Alors j'aperçois El Junior, Masoka. Salut bro. Salut Yvon, je suis ravi de te recevoir ici à la Galerie Talmart à Paris, et voilà. Merci de me recevoir El Junior. J'ai été vraiment très content de suivre ton activité de ces derniers temps depuis le Cameroun. J'avais bien remarqué cette exposition sur Paris qui se porte plutôt très bien d'après les retours que j'ai eus depuis le continent. Et je me suis dit, écoute Yvon, si tu arrives là, il faut absolument aller voir ce qui se passe à la galerie Talmart et profiter de cette exposition qui est magnifique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de l'exposition dans son ensemble? Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, tout d'abord, je te remercie d'avoir fait le déplacement de venir visiter l'expo et aussi de m'offrir donc cette audience de pouvoir parler sur cette expo qui s'intitule « Et de son patrimoine ont chassé la raison » et qui est composé donc de deux duos, en fait de deux générations, le doyen Adama Sylla qui a 90 ans et que moi le jeune Masoka qui a 34 ans et dont le doyen est né en 1934. Donc peut-être c'est des chiffres qui se croient, il s'est pas donné hasard. Et donc ce projet d'expo parle donc sur l'infertilité masculine dont je m'interroge, et depuis quelque temps je commence à travailler donc sur ce projet, à questionner à des personnes donc qui sont dans l'espoir ou dans l'attente d'un enfant, en tout cas pour leur patrimoine dans ce sens-là, et dont la série que je suis en train de proposer, ça s'appelle Takhander. Takhander qui veut dire l'ombre qui veut dire l'ombre en tant que l'ombre de son père, donc l'enfant qui devient l'ombre de son père ou de sa quelque chose lié à l'héritage en fait, à ce qu'on transmet aussi. Voilà, il y a l'héritage donc parce que on dit l'enfant ce sera donc le legs ou l'héritage de la personne qui va continuer en tout cas la lignée donc de la famille d'un monsieur ou d'un enfant d'un époux ou d'une épouse en tout cas, donc dans ce sens-là. Et c'est à partir de ça qu'on a pensé qu'on pouvait dans le cadre du programme Traversée africaine, on peut associer nos deux propos, donc le doyen Adama Sylla qui travaille et qui photographie le quotidien des Saint-Louisiens, donc dans notre façon documentaire un peu différemment donc de Malik Sidibé et de ces éducateurs sur les studios, ce qu'on voit donc dans la photographie dans le continent africain. En tout cas, ce que je dis, j'aime pas qu'on parle de la photographie africaine de Fréquent parce que c'est une photographie tout simplement. Donc dans ce sens-là. Et c'est ça qui nous a réunis aujourd'hui et dans cette série où je me pose en autoportrait. Et donc quand je me pose en autoportrait, c'est pas une question, mais c'est j'étais dans l'intimité de ces gens-là qui m'ont témoigné, qui m'ont confié leur histoire, en fait, comment ils vivent le poids de la société sur leurs épaules, donc de façon. Parce que même quelqu'un m'a révélé que il veut pas se sentir
faible, en tout cas devant son épouse, ou montrer une faiblesse, parce que dans l'éducation qu'il a reçue en tant qu'homme ne lui permet pas dans ce sens-là. Et donc, dans ce sens-là, et dans le travail de recherche que je mène toujours, il y en a beaucoup, on a des discussions très subtiles, des discussions très simples, jusqu'à qu'il me confie avec une confiance, mais il n'acceptait pas que je sois enregistré. Donc, c'est des notes que je faisais, et dans ce sens, et je me posais la question, comment je peux mettre en lumière ces histoires? Et donc, je me mettais en lumière, et cela m'a poussé moi-même de me poser, de m'interroger sur comment je vais, est-ce que moi, si je suis dans ce pareil cas, comment je vis, certes que moi je suis marié depuis presque 4 ans, je suis sans enfant, mais j'ai pas cette pression parce que je suis dans une vie pas un souci pour moi, parce que je dis l'enfant en fait c'est l'espoir, et ça dépendra de la divinité, comme je le dis, et avec ma mère, et donc c'est ça qu'on en parle, et j'ai pas cette pression familiale. Mais cela permet aussi, dans ce sens que je m'interroge, et parce que c'est pour ça que je me suis posé avec un voile, et donc le voile que j'ai emprunté chez la femme, parce que pour l'amener, et parce que quand on parle de voile, c'est le mariage. Et donc ce mariage est uni de 2 hommes. Donc 2 hommes qu'on dit l'homme et la femme. Et quand on parle de l'homme et de la femme, ils se sont unis dans ce mariage. Et dans ce mariage, il y a la responsabilité qui est partagée. Et c'est pour ça que je mets, parce que souvent cette question est tabou, ce sujet est tabou, et c'est associé toujours à la gente féminine. Et donc, c'est eux plutôt. Et je me posais tout le temps, je dis à quelqu'un, on discutait un sociologue, je me dis, est-ce qu'on a pris une fois le soin de demander aux hommes comment ils ressentent, comment ils parlent? Comment ils ressentent cette douleur-là, comment ils vivent avec cette douleur-là. Mais c'est quelque chose de très sensible, en fait, dans nos sociétés, la question de l'infertilité masculine. Et tu l'as si bien évoqué plus haut, le fait que tu t'es arboré. En fait, dans les photos, tu es un peu androgyne comme ça. C'est femmes, c'est hommes. C'est une manière, pour moi, très poétique de nous faire porter à nous, les hommes aussi, notre part de fragilité liée à cette, comment je vais dire, à cette douleur-là. À cette douleur-là. Et mais je voudrais savoir, ou peut-être préciser quelque chose, parce que tu as dit tout à l'heure que la photographie d'Adama Sylla était très différente de ce qu'a fait des gens comme Alex Sidibé, Seydou Keita, qui eux étaient vraiment dans un travail en intérieur, studio, beaucoup de studios, et c'est le cas parce que nous avons presque toutes les photos qui ont été faites à l'extérieur, et vraiment des photos extraordinaire. Mais je voudrais déjà, avant de continuer, un peu décrire comme ça vite fait l'espace. En fait, les photos sont disposées sur les 3 murs. Il y a une très grande baie vitrée qui fait rentrer de la lumière naturelle à l'intérieur de la galerie, et aussi en été du bon soleil. Malheureusement, c'est un peu la grisaille ces derniers jours sur Paris. Alors c'est autre chose. Et les photos, la scénographie est très intéressante parce que à chaque fois on a une photo de Masoka qui est, je dirais, plus contemporaine à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et cette photographie, je dirais d'archives réalisée par Adama Sylla, c'est en monochrome noir et blanc, et qui raconte des fois, à la première vue, une histoire plutôt, je dirais, festive de l'Afrique, c'est-à-dire c'est la famille, une maman qui donne de la tétée, qui fait de la tétée à son enfant, des familles réunies, des enfants. Bref, c'est quelque chose de très festif en ce qui concerne en tout cas le premier bloc, parce qu'il y en a 3, et chaque bloc raconte quelque chose. Mais on va revenir à ça. Moi, ce qui m'intéresse souvent chez Masoka, c'est la fabrique. C'est-à-dire, une exposition photo, ce n'est que le rendu final de quelque chose qui s'est passé avant, d'une rencontre déjà, peut-être celle entre toi et Adama Sylla, d'une autre rencontre entre toi et le galériste ou bien la galerie, voilà. Et puis, la construction du projet en lui-même pour aboutir à ceci. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours-là, comment ça s'est réalisé, comment se sont faites les rencontres, s'il te plaît?
Oui, donc le galeriste qui est Marc Mossalier, on s'est connu à Saint-Louis. Il fut donc le directeur de l'Institut français. Donc c'est là-bas où on s'est connus. Et on a cheminé pendant 4 ans, je pense. Et depuis là, on garde de meilleurs contacts donc là-dessus. Mais aussi, je lui remercie parce qu'il m'a beaucoup... C'est lui le premier qui m'a envoyé à aller se faire une formation en masterclass où nous sommes rencontrés donc à Bamako, donc dans ce sens-là. Mais il m'a toujours vu donc dans notre style de photo. Il n'a jamais pensé que je pourrais aujourd'hui proposer notre façon en tout cas de contemporain. Et d'où j'ai proposé cette série donc de Dakar. On a discuté. Et je lui dis, je travaille sur ce sujet et c'est tout neuf. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes idées? Quelles sont les choses? Et c'est là où le déclic est né, donc voilà. Et comme c'est lui qui actuellement gère la collection d'Adama Sylla, et c'est dans le cadre du programme Traversée africaine, il est revenu vers moi pour me dire, ça n'intéressait pas donc de pouvoir travailler sur ce projet, qu'on conçoit un projet là-dessus. Et c'est là où on a pensé à aller puiser chez Adama Sylla donc ces éléments-là pour pouvoir donner un autre contexte, un élément de contexte pour associer en tout cas le dialoguer, je veux pas dire associer mais plutôt dialoguer nos deux regards donc autour donc de ce sujet, comment la société, donc parce que c'est des photos qui datent de 1970 ou plus en tout cas donc dans ce sens-là, et le regard actuel et comment la société évolue, comment la société donc se positionne en tout cas dans la communauté donc sénégalaise. Et le doyen Adama Sylla, je l'ai vu parce que je l'ai découvert en 2017, parce que c'est 2018 avec Marc parce qu'il y avait l'inauguration donc de la Villa Saint-Luna. Mais après j'étais pas trop intéressé en tout cas de proche de lui. Et par la suite en 2022, je lui ai venu voir mon expo donc que je faisais sur les gares que tu connais, tout sur le bateau voilà. Et là-dessus, c'est là où le déclic a commencé et que je commence à m'intéresser au vieux. Je dis qu'est-ce que je peux faire pour ce doyen, mais je savais pas. Et donc en 2023, j'ai entamé un travail de recherche filmique donc autour donc de son mémoire et donc d'une manière plus donc ce projet, on a pensé qu'il fallait associer en tout cas le même chose, le regard des deux générations, c'est comme ça. Et quand on est arrivé donc dans cette installation, en fouillant donc les photos, on a trouvé donc cette collection qui est une nouvelle en tout cas de sa collection et qui ne fait pas partie donc en tout cas de son livre qui est publié récemment à Tunis. Et qu'on a installé. Et donc, quand tu vois dans cette photo où je suis mise à seule avec un regard vers l'espoir, où vous voyez donc avec des familles, donc des personnes, la maman qui allaite l'enfant qui est mise à pose donc sur une statuette, à côté des statuettes, la famille, un mariage qui se célèbre d'une manière, une autre famille ensemble qui est sortie pour faire une chose, et les mamans qui sont parties pour se faire vacciner et suivre le programme comme d'une manière. Et tout ça, il y a un homme qui se pose donc à côté, qui les regarde. Parce que c'est un regard et que ce regard-là, parce que lui, il tend vers parce qu'il désire avoir demain. Avoir cette vie-là. Oui. Avoir cette vie-là. Est-ce qu'il pourra avoir cette vie-là? Est-ce qu'il en aura pas ou il en aura? On ne sait jamais, mais c'est une projection, une interrogation donc d'une manière, et c'est qui nous a poussé là-dessus. Donc ça veut dire au sein de ce mariage, de ce couple, c'est cette fertilité dont on en parle. C'est au fini, c'est avoir son patrimoine, quelqu'un donc qui continue. Et donc on continue avec cette installation. La pause d'art. Je voudrais dire que c'est... parce que quand tu expliques, je me dis, mais c'est génial parce que ce n'est pas un travail qui est dans l'illustration. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Parce qu'il faut bien moi, tu sais, nous voyons les photos, nous savons, voilà. Mais les auditeurs qui nous écoutent, les abonnés du podcast, il faut qu'ils se fassent un peu une représentation dans leur tête. Bon, la première photo qui est une photo de Masoka, moi j'aime beaucoup l'appeler El Junior, c'est un autoportrait. Il est placé un peu en biais.
par rapport à l'objectif. Il est recouvert d'un voile, celui que met des fois des femmes mariées, qui renvoie aussi à la virginité, un voile blanc transparent. Et quelque part, on aperçoit un œuf, voilà, et le regard est, il regarde en fait de loin, il regarde au loin, je dirais. Et ce regard vient croiser les différentes photos de Adama Sylla qui célèbre justement les familles nombreuses des fois. On voit des enfants, la gaieté, la joie, la joie des familles, les familles qui sortent ensemble, la fête, etc. Les questions liées à la vaccination, bref, tout le parcours qui peut exister au niveau de la famille et son rapport à l'enfant, à celui qui transmet, à cette ombre dont tu parles dont tu nous as parlé. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, je trouve génial parce que c'est vraiment une sorte d'écriture, mais vraiment qui n'a rien de descriptif. Et quand je suis rentré dans la salle, je me suis dit, c'est d'abord deux esthétiques, déjà colorimétriques très différentes. La photo de El Junior est en couleur et celle de Adama Sylla sont en noir et blanc. Et les photographies d'El Junior regorgent d'une certaine comment je vais dire ça, c'est dramatique en fait. C'est peut-être qu'en couleur, mais il y a comme un drame qui se vit dans cet espace-là. Et c'est normal parce que c'est quelqu'un qui est dans le doute, mais en même temps dans l'espoir. Et c'est quelque chose vraiment qu'on ressent quand on voit la photo. Et moi, je me dis, si on me mettait à la main gauche la photographie les photos de El Junior et à droite les photographies du doyen Adama Sylla, j'aurais dit mais attends, non, moi je fais deux expos différentes. Mais le commissariat, la discussion, la rencontre entre les artistes et le galeriste a été tellement fusionnelle qu'ils ont trouvé le bon moyen et le moyen juste. C'est ça qui est super intéressant, juste pour présenter cette photo. Mais j'ai envie de revenir un peu en arrière parce que je connais plus ou moins le travail d'El Junior que j'ai la chance de suivre depuis notre rencontre en 2019 et même un peu en avant, en 2019 à la Biennale de Bamako. El Junior s'est beaucoup intéressé déjà aux questions liées à l'environnement. Il y a eu cette période-là. Après, il y a eu la période liée au travail que tu as fait sur les gars, qui n'est même pas fini, qui est un travail toujours en cours, mais un travail magnifique qui interroge aussi la mémoire de ceux qui ont vécu cette période-là. Et il m'avait dit, je me souviens lors du premier podcast qu'on a fait ensemble, que il me dit, Yvon, mais tu as de la chance. Tu sais, tu as vu le train. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Il me dit, non, tu as vu le train circuler. Moi, j'ai les installations, mais je n'ai jamais vu le train circuler. Et ça m'avait touché, quoi. Et après, j'ai vu un travail d'El Junior, mais magnifique. Ça avait été publié par Diptyque, oui. Le célèbre magazine Diptyque. Je sais pas, on n'a jamais eu l'occasion de parler de ça. Mais vraiment, je vous conseille, allez sur Google, tapez Masoka, espace, Diptyque. Diptyque, je crois, c'est Diptyk. Ça, oui. Voilà. Vraiment, ça vaut le détour. Ce travail, il est extraordinaire. Et quand j'ai appris que tu exposais à Paris, les yeux fermés, je me suis dit, ah oui, le travail que j'ai vu à Diptyque, ça mérite d'être montré. Et quand je vois ce que tu montres aujourd'hui, je me dis, mais ce mec, il est ailleurs, quoi. Tu vois, non, vraiment, je suis très admiratif de ça. Et je comprends que la recherche est tellement sincère que ce n'est pas montrer, faire de la photographie pour le beau. Parce que même ton galériste d'autres galéristes, je suis certain, auraient montré ce travail-là. Mais ici, c'est une question qui est vraiment ancrée dans les douleurs en Afrique, la fragilité de l'homme, cette fragilité qu'on nous apprend pendant toute notre vie, toute notre enfance, du moins, à toujours cacher. Absolument. Mais là, tu abordes cela avec une poésie et sous le regard
et la bénédiction d'un doyen qui Adama Sylla, mais c'est génial, quoi. C'est génial. Moi, je suis vraiment très content d'être là et de regarder ce projet qui est super, qui est magnifique et vraiment, je vous invite peut-être plus à vous ne pourrez pas voir l'expo parce que ça ferme bientôt, mais sur les pages, les réseaux d'El Junior, Masoka, MA2SOW espace KA, dans tous les cas, vous les aurez dans le descriptif du podcast. Donc, allez et voyez ce qui a été fait. C'est génial. Donc, dans la suite de cette scénographie très fine et qui colle au sujet, nous avons une installation. El Junior, on va peut-être aller vers cette installation qui est très épurée. Un drap blanc au sol. Je vois la cola. On sait ce que c'est que la cola pour nous, les Africains. Les coris, il y en a 3. Des feuilles séchées. Des objets qui ressemblent un peu au gris-gris qu'on utilise chez nous, du texte, et sur la partie supérieure au mur, il y a une toile, une photo et encore ce fameux voile blanc, transparent, qui nous permet de voir, pas transparence justement, toi, tes mains du moins tenant avec délicatesse encore un œuf. Tu peux nous raconter, s'il te plaît? Voilà. Tout d'abord, et aussi, je précise, en fait, il y a une chose, parce que dans la photo, j'ai porté un djellaba. Donc, quand je parle de djellaba, c'est un tenue. Et j'interroge parce que il y en a ce côté, bon, après, dans l'Europe ou quelque chose, ne peut pas croire, mais l'Afrique a ses réalités d'une façon mystique. Certes que moi je ne crois pas en fait, donc voilà, mais lors des mariages, on te dit quand on célèbre le mariage ou on demande la main, chez nous au Sénégal en tout cas, ceux qui sont dans musulmans, que je ne sais pas donc dans les autres, mais on te dit il faudra se vêtir de cette forme de djellaba, tout nu dans une chose pour que tu ne sois pas atteint mystiquement lors on est en train de sceller donc ce mariage d'une manière. Et donc il y a cette côté noir ou quelque chose dont on parle donc là-dessus qui peuvent agir en tout cas dans cette couple. Et cela m'a permis de venir aujourd'hui s'interroger donc avec une installation, donc avec un pagne de rouge, mais ce pagne là c'est un symbolique de protection et qu'on mette sur la femme quand elle va rejoindre son domicile conjugal, où on formule, et dans cette formulation on formule que cette union aurait, en tout cas au final, donc leur progéniture, en tout cas qu'ils puissent avoir procréé ainsi de suite et qu'ils puissent fonder une famille dans ce sens-là. Et donc d'où cette installation que tu vois et la cola qu'on formule pour demander la main, mais qu'on formule pour pouvoir prier ou donner de l'aumône donc dans ce sens-là, accompagné donc de ces feuilles et de ces produits, parce que j'interroge la question de la médecine, parce que tu passes à quelques années sans avoir donc un enfant, on te renvoie à aller voir donc la médecine médicale d'abord, après tu quitteras donc la question donc de cette médecine traditionnelle, et d'où la question de la virilité revient encore sur une quelque chose, parce que on dit que non, les hommes, tant qu'on est viril ou d'une manière, on pense qu'on peut avoir un enfant. Et d'où cette question qui permet de faire la jonction entre la science ou d'une manière, qu'est-ce qui donne l'enfant dans ce sens-là. Et donc, c'est pas être viril qui veut donner un enfant, on peut être choses, donc, qui peuvent être juste une manière. Mais dès qu'on est dans ces problèmes de règlement, en tout cas sexuel, on fait cours à la science, mais on fait cours à notre tradition, à nos racines. Donc, cette question de valeur, et que dans ce sens-là, c'est pour ça que j'ai convoqué tous ces éléments, mais qu'on le fait de façon on se cache d'habitude. Donc, on cache même quand certains mecs ou certains messieurs, ils vont aller chercher ses racines ou d'une manière, ou ses produits aphrodisiaques, ils se cachent, ils ne se voilent pas, donc d'une manière. Ça veut dire que c'est une forme de pression, donc dans ce sens. Et tout ça,
c'est autour d'une seule chose, donc dans la même chose, c'est l'œuf. Donc c'est une union. Et donc c'est l'œuf que j'ai cosy avec cette voile transparente parce qu'il y a une forme de voile, en fait, voile caché donc dans ce visage de certains hommes qui n'expriment pas, mais qu'on peut ressentir, qu'on peut voir au-delà de nous. Mais et ce qui m'a poussé à se dire souvent, c'est que la question, est-ce que vous posez la question aux hommes comment ils le vivent d'une manière? Est-ce qu'ils en discutent entre eux, entre couples ou d'une manière? Est-ce qu'ils en discutent entre mecs ou quelque chose dans ce sens-là? Et dans ce sens-là, ce qui m'a permis, et aussi on a des petits messages et que c'est des extraits parce que dans cette recherche, moi je suis pas allé à partir de mes idées, mais c'est né à partir d'une situation que j'ai assisté, quelqu'un qui posait à un monsieur dit que depuis quelques années tu t'es marié mais sans avoir un enfant, quel est le problème? Et donc moi je trouvais ça très choquant. Et c'est là où je commence à approcher des personnes de façon confiante, en disant que je travaille sur ce sujet, mais je cherche des idées. Qu'est-ce que tu en penses? Certains sont ouverts à moi, certains ne sont pas, mais certains sont ouverts et que dans certaines choses, dans ces réseaux, on discutait. Et c'est là où j'ai puisé et que comme on voit, si tu me permets, je peux le lire en fait certaines choses. La pause d'art. Les résultats furent dévastateurs. En coup de foudre, il m'a été annoncé que je ne pourrais pas procréer. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui a divorcé 2 fois, si je ne me trompe pas, et à son troisième mariage, que sa femme lui a motivé d'aller se faire tester et qu'il se rend compte qu'il ne pourrait pas avoir donc un enfant et donc son problème est là et qu'on lui a posé la chose à laisser une femme, 2 femmes donc jusqu'à l'année dernière et qu'au finish il se trouve que le résultat d'une manière et que l'autre qui dit le résultat rassurant autrefois semble maintenant comme des œufs fragiles parce que c'est l'histoire d'un mec d'où il avait fait un test prénuptial avec sa femme et tout et c'est l'envie c'était d'avoir un enfant d'une famille et d'une manière. Au bout d'une année il n'y a pas de résultat à partir de force pas d'enfant. Et d'où sa femme pleurait et que ses larmes deviennent encore plus de poids sur lui-même. Et au finish, il se sent fragile donc d'une manière. Et donc l'œuf qu'on utilise donc comme élément de construction et se semble chez eux comme quelque chose fragile entre une chose et il se remet en question lui-même. Donc, est-ce qu'il n'a pas de problème d'une manière? Et donc, c'était des choses. Et ici, la pression sociale, un poids lourd sur mes épaules fragiles. À chaque cérémonie familiale, chaque regard, une attente subtile. Parce que cela me permet de te dire que il y a une pression invisible. Il y a une pression invisible chez nous que les gens t'en parlent de façon subtile, mais ils attendent que tu aies quelque chose, donc ça veut dire ton patrimoine. Tout à fait. Et malheureusement, c'est des questions qui, parce que la question de la transmission, de la fertilité, de l'héritage, surtout de l'enfant, l'héritage, parce que tu as un enfant, c'est tellement important dans nos sociétés parce que des fois, c'est ça qui représente ton ancrage à ta communauté. Parce que tu es un enfant, tu participes à l'évolution, à l'agrandissement, si on peut dire, de ta communauté. Mais et des fois, c'est un poids, comme tu le dis, beaucoup trop lourd pour le poids peut-être même de tous les hommes. Qui sait? Peut-être de tous les hommes. Mais c'est incroyable. Donc là, nous avons eu le premier bloc, où on voit quelqu'un qui vit dans la perspective et la crainte. La perspective parce qu'il aimerait réaliser ou avoir la vie de ces différentes familles qui nous ont été représentées par le travail du photographe Adama Sylla. Et ensuite, on a cet autre bloc. D'abord l'installation où tu as essayé même pas essayé, tu as interrogé le rapport entre les sciences dites modernes et les sciences traditionnelles utilisées chez nous en Afrique et la question de la fertilité et ce que ça peut entraîner pour une famille. Et maintenant nous sommes au niveau du deuxième bloc photographique, je dirais une autre installation
où on te voit avec le pagne que tu as utilisé pour faire l'installation. C'est un pagne barolé de rouge, un pagne blanc, une toile blanche barolée de rouge, sur lequel on te reconnaît, et toujours ce voile blanc là. Assis, on dirait la position du prieur presque. Oui, parce que c'est la prière, parce que au-delà de l'espoir, au-delà de ce qu'on veut, ce qu'on imprime d'une manière, on formule. Et donc cette formulation se démarre même quand tu es célibataire ou pouvoir se marier ou d'une manière. Et à face de ces situations, on fait une forme d'introspection en soi-même, donc de formuler ses prières, donc sa croyance d'une manière. Après, certains vont associer on peut sur la Vierge Marie ou d'une manière, donc dans ce sens-là. Mais là, je convoque la spiritualité dans une chose. Quelle est la place de la croyance en nous-mêmes? Est-ce que nous croyons, nous qui exprimons qu'on croit, on a un certain sentiment de croyance, en tout cas à l'endroit de différentes obédiences dans la même chose. Et cette croyance-là, qu'est-ce qu'il pose sur nous-mêmes par rapport à cette question d'infertilité? Et comment? Et que dans ce sens-là, et aussi, on a des photos donc du doyen Adavassila et avec un homme qui est dans l'horizon. Et dans cet horizon, on ne sait pas d'une manière comment ça se représente, mais aussi on a une forme de singleton, parce que c'est ce qui vont devenir demain ou ceux qui vont rejoindre, donc c'est célibataires ou d'une manière, qui se posent, mais qui ne se sont pas dans ce souci, parce que il y a une question que je disais à quelqu'un, je dis, en fait, cette question d'infidélité ne se pose pas en célibataire. Il n'a pas cette pression. La pression ou la question ou quelque chose, c'est dès que tu te maries. Mais dès que tu ne te maries pas, ça va. Et des fois, on te demande même de te marier parce que on attend de toi un enfant. Il faut que tu enrichisses, que tu fasses grandir la famille. C'est quand même des questions. Mais vraiment, peut-être, je dirais peut-être un ou deux mots sur les photos d'Adama Sylla. Je dirais, c'est fou comme c'est extrêmement moderne. C'est-à-dire les personnages, le cadrage, la composition, elle est tellement moderne qu'on peinerait à dire que ce sont des photos qui ont été prises dans les années 70. C'est magnifique. C'est magnifique. Elles sont vraiment extrêmement belles. Alors, le prochain bloc, maintenant, on te retrouve sur cette photo avec presque les mêmes attributs, mais en plus, un œuf. Là, je vois que l'œuf est cassé. Et aussi, le regard, tu n'es plus dans une position de prière. À la limite, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai comme l'impression que dans ce regard, il y a de la... je vais pas dire... Une sorte de lassitude, je dirais. Oui, parce que peut-être on peut dire ça, mais ce que je dis dans ce propos, donc ici, on est tous, pour moi, dès qu'on se marie ou dans on est dans une chambre noire. Et dans cette chambre noire, pour moi, il y a une chose que je dis, c'est que nous tous nous sommes fertiles. Donc, on ne peut pas savoir exactement. Et nous sommes unis parce que ici, je questionne la question donc entre la responsabilité, en fait, parce qu'on se jette chacun d'entre nous la responsabilité, qui est responsable, qui n'est pas responsable. Mais entre le poulet et la poule qui est le responsable de l'œuf ou d'une manière, donc il faut qu'il y ait de l'association de ces deux. Et donc tant qu'il n'y a pas cette association des deux, et tant que l'œuf n'est pas cassé, on ne saura pas. On ne saura pas. On ne saura pas est-ce qu'on pourra avoir des poussins. On ne saura pas que l'œuf est frais ou n'est pas frais, ou d'une manière, si je veux m'exprimer ainsi, ou d'une manière. Mais c'est une forme donc de questionnement donc autour donc de ça, autour de nous. Tant que il n'y a pas cette association, il n'y a pas cette fusion entre nous, on ne pourra pas définir. Et donc et dès que c'est cassé ou d'une manière, c'est là où on pourra s'interroger à nous-mêmes dans notre position et dans ce sens-là. Et pouvoir accepter vraiment
C'est ce qui arrive en fait. Et justement après on a le travail d'Adama Sylla. On peut admirer des couples des fois même pas des fois, des couples de même sexe. Et après on a la famille, des présences masculines, etc. C'est comme pour dire que justement est-ce une réflexion sur la question de la responsabilité, est-ce l'homme c'est ça parce que aussi même sur les questions donc des photos d'amis, parce que aujourd'hui nous sommes arrivés à une nouvelle forme en fait en tout cas un nouveau monde avec des nouveaux connotations. Ça n'empêchait pas de pouvoir se poser entre deux amis sans avoir une autre connotation sur d'autres sens ou quelque chose, et que cela c'est des photos qui datent, donc c'est pas des photos qui datent d'aujourd'hui, et qu'il n'y avait pas cette connotation, il n'y avait pas une chose, et que les gens étaient très d'une manière, donc il y avait une monde qui vivait en harmonie, qui vivait avec sans aucune élément en tout cas d'orientation sexuelle, quelque chose, donc quelque chose. Et c'est là. Et donc, aujourd'hui, au-delà de ça, parce que le fait d'avoir mon enfant ou d'avoir d'une manière un seul truc, c'est une responsabilité. Et c'est comme si que le fait d'en avoir ou d'une manière, ça donne une responsabilité. Et c'est là où on a composé d'une façon pour montrer comment la responsabilité autour donc de la société, le monsieur qui est le vieux qui est là avec son chapeau, avec son grand boubou, comme le chef de la famille ou d'une manière une chose, une grande maman qui vient qui formule des comment dirais-je, une prière à l'encontre de sa belle-fille, donc d'une manière, et toute sa famille, et donc l'homme singleton qui est là, mais qui est dans un âge d'adulte d'une manière, une dame qui formule à l'encontre de son marabout, qui formule, et que ces formulations peuvent être plusieurs choses à la fois. Et on termine avec la dernière image de la série, on va dire. Et parce que cette image, on voit l'œuf cassé. Et que ça a été un propos qui m'a beaucoup marqué sur mes notes de recherche et là-dessus. Quelqu'un qui disait que il se sent fragile. C'est comme je le disais tout à l'heure. Parce que il a fait le test et tout. Après, au-delà de chaque mois que sa dame voit donc après une année donc de mariage, il se sent fragile lui-même donc d'une manière. Et donc c'est là où je questionne donc cet œuf là, c'est l'œuf qui casse. Est-ce que c'est frais ou c'est pas frais, ou c'est bon ou c'est pas bon, ou d'une manière. Et cette fragilité aux alentours, et qui tend vers peut-être vers l'horizon ou vers l'infini, on ne sait pas encore quand est-ce. Mais quand on voit la position que tu as sur cette photo, tu es presque dos à la photo, presque, tu ne regardes pas l'objectif. Oui. Est-ce la honte? Est-ce que c'est cette honte que justement l'être humain, en fait l'homme, peut ressentir après avoir découvert à travers cette allégorie de l'œuf que il n'aura pas de descendance? Est-ce qu'il doit se cacher, ou est-ce que la société le contraint à se cacher? Pour moi, c'est la société peut-être qui le contraint à lâcher d'une manière, qui le met en tout cas des barrières d'une manière, mais il pouvait profiter de sa vie. Peut-être parce que nous savons tous que dans la société africaine, on a toujours tendance à te donner la fille ou le neveu ou quelque chose à éduquer, et que tu t'instruis, tu fais d'une manière, et qui devient ton propre patrimoine même. Et qui peut même être ton héritier, donc voilà. Et après, au-delà de questions d'islam ou quelque chose, ou questions donc de sociétal, mais c'est ton d'une manière quelque chose. Et donc dans ce sens-là, et ce pesanteur en tout cas de cette pression qu'on voit, pour moi c'est la société, c'est une chose qui instrumentalise, mais qui pouvait soutenir. Et cela me permet toujours à demander, à se questionner. Est-ce que nous tous, nous allons nous marier? Est-ce que nous tous, nous allons avoir des enfants? Est-ce que nous tous, nous pouvons avoir, ou est-ce que dans ce monde-là? Et qu'aujourd'hui, on parle de démographie, on parle de génération de trucs et toutes ces choses. Et cela permet de voir que Dieu nous a mis sur terre,
mais notre destin, est-ce que c'est nous qui traçons? Ouais, bonne question. Bonne question. Et moi, la dernière photo dans l'exposition, parce que là, on a fait le tour, nous sommes à la fin. Pour moi, elle est peut-être l'une des plus dérangeantes. L'une des plus, on dirait, peut-être que je pourrais dire pessimiste. Pessimiste parce que sur cette photo, on aperçoit bien le bout d'un lit, d'une chambre. En fait, c'est une chambre. On aperçoit un lit. On a un poste radio qui est posé de manière centrale. Et il n'y a pas l'ombre d'un être humain dans cet espace. Masoka, ça fait peur quand même. Oui, ça peut faire, ça donne vide et peut-être on peut dire que ça peut être la chambre d'un célibataire ou en associant en tout cas donc de cette situation qu'on a essayé de dialoguer d'une manière. Mais ce que moi je trouve beau, c'est que c'est un espace qu'on peut remplir. Qu'on peut remplir. Oui, c'est un espace qu'on peut remplir, c'est un espace qu'on peut transformer et c'est un espace qu'on peut donner encore de puissance ou d'éléments qui remplissent. Et c'est pour ça que on a essayé de dialoguer en tout cas. C'est une chose et que pour moi, chaque fois que je reviens dans la galerie, je regarde ces deux images et je cherche toujours une réponse à cet espace. Bon, cette photo qui semble vide, mais qui est remplie beaucoup de questionnements. Donc voilà, en ce sens, en tout cas, pour moi, je cogite toujours à travers cette... Et c'est ce dont à quoi moi-même ça me renvoie, parce qu'après avoir fait le tour, après avoir répondu ou compris les interrogations qui sont celles des différents photographes, à savoir El Junior et le patriarche Adama Sylla, vous arrivez à une photo qui est vide. Et c'est à vous de la remplir de vos propres questions, de vos propres peurs, de vos propres perspectives, de vos propres projections. Et pour moi, c'est aussi la photo de l'ouverture, en fait. Ça veut dire, le sujet n'est pas clos, mais c'est encore une perspective nouvelle qui s'offre à chacun de nous et à nous de résoudre cela. Mais avant de te quitter, El Junior, parce que après, c'est pas fini le travail que tu fais déjà autour d'Adama Sylla. Il y a quelque chose de remarquable que tu as commencé à faire, poser ou bien commencer à travailler sur la mémoire de ce monsieur qui est déjà âgé, super bien conservé, c'est vrai, mais âgé. J'ai commencé à pratiquer la photographie du cinéma. Alors, un directeur vraiment extraordinaire, M. Bigot, m'a demandé de monter un studio à Gendar. Là, c'est une double fonction. Il y a, ça sera pour, par exemple, des collectes de photos de Gendar, de la population, de l'environnement. J'installe un musée, un laboratoire. Et ce laboratoire a pris de l'ampleur. Parce que tout ça, en général, venait en nombre. Alors, c'est de pas les faire. Alors, j'ai continué. Comme tu le sais, moi, les questions de mémoire m'intéressent beaucoup, et comme vous aussi. Hein. Et c'est là parce que moi, j'ai trouvé que le vieux a 90 ans et je souhaite qu'il vive plus de 100 ans en tout cas. Qu'on puisse nourrir à travers ses photos, à travers son expérience, à travers sa sagesse aussi. Donc, tout ça. Et c'est là où j'ai pensé que pour la postérité, en tout cas, pour une question donc de qu'est-ce qu'il va nous léguer pour la transmission. Et c'est pour ça que j'ai pensé à faire un film documentaire sur lui, qui a déjà, donc, on a mis dans l'expo une version court-métrage pour permettre les gens d'avoir une idée, avoir un petit goût là-dessus, dont je retourne même au Sénégal et je continue à travailler donc, dans ce travail intimiste pour pouvoir recueillir assez d'éléments et que peut-être d'ici la fin de l'année, si Dieu le veut, que je puisse terminer le projet et présenter le projet autour donc, des Sénégalais, des Saint-Louisiens, donc qu'ils voient à sa présence, que je souhaite très bien donc, à sa présence, donc voilà, qu'on puisse voir ce vieux, l'écouter religieusement et qu'il nous laisse en tout cas
c'est ce patrimoine. Donc voilà. Merci beaucoup, Masoka, de nous avoir fait vivre cette très belle exposition qui va clôturer le 1er juin demain. Mais avant de partir, si tu me permets, j'ai vu un bout de texte dans ce qui constitue le catalogue de l'exposition qui, moi, m'a beaucoup touché et j'aimerais le partager avec mes auditeurs. Il est intitulé Anonyme 3, c'est l'un des témoignages que tu as recueillis et qui a nourri ton imaginaire par rapport à ce travail. Je vais le lire. Après 2 divorces, tous 2 motivés par le désir d'avoir un enfant, j'ai été confronté à une réalité douloureuse lors de mon dernier mariage. Mon épouse m'a encouragé à consulter un urologue pour un diagnostic et les résultats ont été dévastateurs. Il m'a été annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant biologique. En tant qu'aîné de ma famille, cette nouvelle a été un choc pour moi car je ne pouvais pas concevoir de ne pas suivre le même chemin que mes frères plus jeunes. Je me suis accroché à l'idée de virilité, autant pour moi, et à la conviction que je devais être capable de procréer. Ces sentiments ont été accompagnés de profonds regrets. C'est à ce moment-là que ma femme et moi avons pris une décision importante, celle d'adopter un de ses neveux. Comme quoi, il y a toujours une solution, et la solution est d'abord humaine. Absolument. Merci Masoka, ça a été un plaisir pour moi d'être ici et de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci Yvon. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.